Big Data, données collectées et après, voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Et pour en parler, du coup, j'ai le plaisir d'avoir trois experts du sujet autour de la table. Et on va commencer donc avec vous, Eric Bierna. Donc je rappelle que vous êtes directeur Big Data Analytics chez Octo Technologies et vous avez également écrit un livre Data Science fondamentaux et études de cas. Alors on peut commencer par rappeler brièvement qu'est-ce que c'est que la Data Science. La data science, c'est tout l'art de tirer de la valeur des données, pour reprendre la terminologie qu'on voit partout dans la presse, de Big Data. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu le mouvement Big Data, d'un point de vue technologique, on va dire, le mouvement d'après, la vague qui vient d'après, c'est comment est-ce qu'on va tirer de la valeur. Je pense que ça va être l'objet de ce débat. Et la data science, c'est tout l'art de valoriser des données qu'on a collectées. Et alors, derrière, c'est finalement le et après dans données collectées. Ouais. Et après, quels sont les enjeux pour les entreprises ? Elles sont de tirer parti de ces gisements de données. Elles vont être de deux ordres. En fait, on va dire que, pour faire simple, il y aura une entreprise qui voudra améliorer son efficacité opérationnelle. Donc là, peut-être avec une nouvelle place pour la donnée, avec moins de process, moins d'heuristiques un peu inscrites à la main, mais avec beaucoup plus de mesures, beaucoup plus de feedback sur la façon dont elle va exercer son activité. Et puis, il y a tout un gisement autour également des données qu'on a chez nous, je sais pas, des logs, des choses qu'on capture, qui font partie du système d'information et qu'on n'exploite pas aujourd'hui, qui dorment, qu'on efface peut-être même. Et je pense que là, les entreprises doivent également regarder leurs données en disant... Donc les données qu'elles émettent elles-mêmes. Exactement, les données internes. Je parle bien des données internes et je pense qu'il y a... Là, on va être plutôt sur la création de nouveaux business models en se disant, ces données, elles sont là, elles m'appartiennent, j'ai un droit dessus, je vais peut-être pouvoir en tirer de la valeur. Chez Mappy, quels sont les enjeux ou l'enjeu du Big Data ? Bon, il y a un enjeu qui est plutôt double. D'une part, c'est améliorer nos process et la qualité du service qu'on rend aux clients. De notre côté, c'est essayer de valoriser, bien évidemment, ces gisements de données. Donc sur la première partie, qui est vraiment la partie qualité, il s'agit en fait d'essayer de gérer au mieux le million de visites qu'on a tous les jours sur nos différents supports, que ce soit le web ou le mobile. Ça génère un nombre de requêtes sur nos serveurs qui est extrêmement important. Et après, il faut qu'on sache gérer au mieux la répartition de cette charge sur nos différents serveurs. Et donc là, on va les regarder à travers tous les logs. Donc je ne sais même pas vous dire en nombre combien de logs ça représente, mais on va aller regarder si on a des serveurs qui sont un peu moins performants que d'autres, rééquilibrer, trouver des solutions pour optimiser le service qu'on rend. Donc là, on parle effectivement des données qui sont émises par l'entreprise pour optimiser une activité. Qui sont internes à l'entreprise. Et à côté de ça, on récupère bien sûr un certain nombre de données sur nos utilisateurs, notamment quand ils se déplacent. Et donc ça nous permet de travailler cette donnée et de commencer à définir des profils d'utilisateurs. Et ces profils d'utilisateurs, alors ces données-là, on les recueille avec le consentement des utilisateurs, soyons clairs sur le sujet. Et on va pouvoir déterminer donc ces profils, et ces profils ont une valeur qu'on peut commercialiser à des annonceurs. Alors ça, on en parlera un petit peu plus tard. Je vous propose donc que Jérémy Haroche, vous êtes le fondateur de Quantmetry qui propose du consulting en data science justement. Et vous avez commandé une étude au cabinet Harris Interactive sur la perception du Big Data dans la population française. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est sans appel. Les Français sont méfiants vis-à-vis du Big Data. Oui, cette étude est très intéressante pour nous parce qu'on estime que c'est important de faire en sorte d'avoir un devoir de transparence sur l'algorithmie et la façon dont les données personnelles sont utilisées. Donc on a voulu mesurer aujourd'hui quelle était la température des Français vis-à-vis du Big Data. Il y a deux enseignements que je peux partager avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est un sentiment d'ignorance extrêmement important. Il y a 61% des Français qui estiment ne jamais avoir entendu parler du mot Big Data. Et il y a 9 Français sur 10 qui estiment ne pas savoir comment leurs données sont utilisées par les entreprises auprès desquelles ils souscrivent un certain nombre de services contre des données qu'ils peuvent remplir. Donc ça, c'est assez important. Il y a aussi un niveau de méfiance et de défiance qui est très élevé, puisque de manière générale, les Français refusent d'envisager d'avoir des offres personnalisées ou de faire en sorte d'avoir une amélioration de service contre des données qui seraient louées ou prêtées. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans ces résultats, c'est que le niveau de défiance recule énormément auprès des Français qui estiment le mieux comprendre ce qu'est le Big Data et comment il est exploité. Donc, on a un travail d'éducation pour faire en sorte de convaincre et de créer l'adhésion auprès des personnes qui vont utiliser des données autour du Big Data. Donc une peur aujourd'hui parce qu'une mauvaise connaissance de ce qu'est le Big Data. Et c'est vrai que quelque chose qu'on entend souvent, c'est que quand on dit Big Data, on nous répond Big Brother. Qu'est-ce qu'on leur répond quand on est expert du Big Data ou qu'on utilise le Big Data ?
Alors Big Brother, c'est une des applications nocives, mais mauvaises, une des vraies menaces du Big Data. Le Big Data, ça fait beaucoup d'autres choses. Ça fait des choses qui sont utiles aussi pour la société. Il y a des engagements civiques du Big Data qui ont été faits par exemple dans la santé. Il y a un projet qui s'appelle Cénométrie qui permet d'expliquer pourquoi les hôpitaux de Strasbourg ont un taux de rémission après un cancer du sein qui est bien meilleur que la moyenne nationale. Et par le Big Data, on l'interprète et on est capable de faire en sorte que tous les hôpitaux demain puissent avoir le même taux de rémission après un cancer du sein. Donc le Big Data, ça peut avoir des bienfaits aussi. Alors, on va maintenant parler de l'utilisation qu'on peut faire de ces données. Donc déjà, rappelons que le Big Data, c'est collecter des données. Est-ce qu'on collecte tout type de données ou est-ce que déjà, il faut sélectionner les données qu'on veut collecter ? Eric ? Aujourd'hui, il faut bien voir que d'un point de vue des nouveaux systèmes qui vont stocker ces données, en fait, il y a de nouveaux systèmes aujourd'hui qui viennent de l'open source et qui ont permis de réduire le coût de stockage vraiment à des coûts vraiment marginaux. On parle de 50 à 60 fois moins cher que les bases de données traditionnelles. Donc, quelque part, je pense qu'on a pris le sujet par le bon bout. C'est déjà se dire que stocker une donnée, aujourd'hui, on peut partir de ce principe-là et dire ça aux gens qui nous regardent. Stocker de la donnée, aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Donc, on peut en stocker encore bien plus. Bien sûr, exactement. Et donc, des choses qu'on voyait il y a encore quelques années, je vais effacer de la donnée parce que j'ai plus de place sur mon disque ou parce que ça me coûte cher. Moi, c'est des choses, en tant que data scientist, qui me font hérisser le poil parce que moi, ça veut dire perdre de la profondeur d'historique, perdre du pouvoir prédictif dans les données, c'est des choses qui vont être utilisées dans les algorithmes. On pourra revenir sur ces algorithmes parce qu'il est hors de question qu'ils fassent peur aux gens, parce que ces algorithmes rendent des services, permettent quand même de personnaliser un certain nombre de choses, de services, comme par exemple ce dont parlait Jérémy à l'instant. Et donc voilà, moi j'ai envie de passer ce message aujourd'hui. Stocker un petit peu, c'est le pattern que j'appelle le Google pattern. Stocker d'abord, vous verrez plus tard, mais j'aimerais pas être à votre place si un jour il y a votre PDG qui vient vous voir et il a une super idée parce qu'il y a des types comme Jérémy et moi qui sont allés discuter avec lui pour lui trouver un super business case et puis le pauvre responsable des systèmes d'information qui va dire bah oui, non mais cette donnée, moi j'ai pas pu la stocker et j'ai que 3 semaines d'historique. Et donc là, on est toujours dans la collecte de la donnée. Et une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un peu tout l'objet du livre. Je pense qu'il y a un juste niveau d'abstraction que les décideurs doivent comprendre. C'est en gros, je dis souvent comme ça, c'est quelle est la forme mathématique résolvable. Et ne serait-ce que comprendre ça, je pense que déjà, ça lève un certain nombre de doutes sur ce qu'on va en faire. Il y a quelque part, le dirigeant, il va définir un enjeu métier qu'il connaît déjà. Et tout l'objectif de la data science va être à un moment de numériser cette question métier. Pour faire simple... c'est-à-dire transformer son métier tel qu'il existe actuellement vers un métier adapté au numérique. Un enjeu métier quel qu'il soit, sur l'ensemble de ces branches métiers, on va essayer de mettre du quantitatif dedans. Et laisser beaucoup moins de place au feeling. Vous voyez, aujourd'hui, on vit à une ère où les données sont présentes et en fait, on peut en tirer des enseignements et on peut naviguer comme ça, non pas à vue et au gré des intuitions, parce que des Steve Jobs, il y en a un par génération, donc des gens maintenant qui vont prendre des décisions, ils vont le faire sur des bases quantitatives et donc avérées. Et donc, la forme mathématique qu'on résout, nous, c'est un vecteur, Y par exemple, appelons-le Y, qui va représenter quelque chose qu'on souhaite prédire. Par exemple, un cancer, par exemple, pour rester sur des choses moins graves, le départ à la concurrence, l'achat d'un produit, etc. Et en fait, dans les bases de données de l'entreprise, on peut assez facilement reconstituer ce genre de choses avec ma liste de clients, ceux qui ont acheté ou pas le produit, ceux qui sont partis à la concurrence ou pas. Et en face, on va reconstituer finalement cet objet qu'on va regarder qui s'appelle le client et on va rassembler toutes les informations qu'on a sur lui et parmi les informations dont on a besoin sur lui, le nom et le prénom, je m'en fiche. Parce qu'à un moment, l'algorithme, il va essayer de pondérer, pour faire simple, il va essayer de mettre des poids sur l'ensemble de ces variables, l'âge, les revenus, l'ancienneté dans la boîte. Là, on parle d'un large volume de données pas forcément. Ou d'une donnée particulière. Pas forcément. En fait, quelquefois, on va se rendre compte qu'il y a des phénomènes, il y a des patterns qui sont très très facilement prédictifs et quelquefois, 10 000, 20 000 lignes vont largement suffire pour tirer de la valeur et donc passer en prédiction sur de nouveaux clients, nouveaux processus, l'objet qu'on est en train de regarder. Alors, on parle de clients d'un point de vue de chef d'entreprise chez Mappy. Comment est-ce que vous mettez le Big Data au service de l'offre que vous pouvez proposer aux clients ? De manière relativement simple. Pour compléter ce qui était dit, c'est vrai que chez Mappy, il y a encore quelques années, on ne collectait pas un certain nombre de données, on ne stockait pas un certain nombre de données qu'on pouvait utiliser. C'est vrai que le Big Data nous permet aujourd'hui de stocker, soit
pour l'utiliser directement parce qu'on a une utilisation précise, soit en se disant ça peut nous servir demain. Donc ça c'est tout à fait juste. Alors aujourd'hui, ça nous sert dans une logique de monétisation. Mappy, c'est un site gratuit, les applications mobiles sont gratuites, donc nos revenus viennent des annonceurs. Donc on a besoin d'aller utiliser ces données pour faire les propositions les plus pertinentes possibles à nos annonceurs, en leur livrant soit des zones de chalandise qu'on peut reconstituer pour des réseaux d'enseignes, soit plus précisément des profils d'utilisateurs qu'on pourra leur proposer pour qu'ils puissent les cibler et les atteindre. Et alors, pour bien comprendre, ces annonceurs, en fait, on leur livre des données qui sont anonymisées. En fait, ce qui les intéresse, c'est des tendances, c'est des... Alors, c'est anonyme. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas le nom, ni l'adresse, ni l'âge de mes utilisateurs. Ça, je me fiche complètement de cette logique-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a soit un PC, enfin une adresse IP. Je connais une adresse IP, ou je connais un téléphone. Voilà. C'est tout ce que je connais, donc il n'y a pas de danger pour l'utilisateur. Je ne cherche pas à savoir tout de sa vie, du tout. Il peut être tranquille. On parle donc de collecte de données. Jérémy, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de traiter toutes les données qu'on collecte ? Je pense que sur le plan technologique et sur le plan scientifique, on peut faire énormément de choses, et en tout cas beaucoup plus que ce qu'on envisage et ce qu'on imagine aujourd'hui. Répondre à la question de la complétion totale de tous les use cases seront-ils répondus par la collecte des données aujourd'hui ? Je ne sais pas, je laisserai les gens qui sont capables de faire de la prévision et de la prédiction capables de s'engager là-dessus. Mais pour rebondir un petit peu à ce que j'ai entendu, moi je pense qu'il faut voir aussi la data science comme une réponse et un remède pour les grands groupes qui peuvent se sentir menacés aujourd'hui par l'arrivée de nouveaux interlocuteurs qu'on a déjà cités comme les GAFA, qui eux maîtrisent la donnée. Et qui ont même émergé plus ou moins grâce à ça. Oui, qui sont bornes globales grâce à la donnée. Et en fait, la data science, c'est un bon moyen pour les acteurs historiques de faire en sorte de pouvoir retrouver la position qui est la leur, en fait. Une position de leader sur leur secteur industriel. Donc la data science, c'est aussi une réponse aux enjeux économiques du moment et pour une bonne manière de réaliser une transformation numérique. Et alors justement, quand on est une entreprise, comment est-ce qu'on intègre cette stratégie de Big Data dans sa stratégie globale ? Est-ce qu'on change son activité pour la faire caler au Big Data ou est-ce qu'on adapte le Big Data à son entreprise ? C'est une question que je vous pose à tous les trois. Bon, évidemment, la transformation, c'est un travail qui est long et dans lequel il y a une conduite du changement à mener. Donc malheureusement, on ne peut pas attendre à avoir des résultats instantanés. Toute la culture de compte-métrie, c'est une culture qui fait en sorte de rendre ses clients autonomes et indépendants dans la maîtrise de la donnée. Donc il y a un aspect technologique qui est incontournable, mais il y a aussi un aspect de formation, un aspect de recrutement. Il faut être capable de mettre en place des méthodologies, accepter de passer par de l'expérimental pour évoluer progressivement et enfin être capable de mettre de la mise en production pour véritablement capter de la valeur. Donc c'est un process qui est plutôt long. Et toutes les industries peuvent ou doivent se mettre au Big Data ? Bien sûr. En fait, des questions que... Moi, je n'ai pas trouvé de secteur d'activité où vraiment les gens nous appelaient en disant « Tiens, j'ai des données, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» On arrive toujours à trouver des choses avec des questions relativement simples. Je dirais, on commence par poser des questions, c'est qu'est-ce qui vous fait gagner ou perdre de l'argent ? Et très rapidement, il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien, des phénomènes systémiques. Vous savez prédire qu'il y a un ouragan, vous ne pourrez pas l'éviter. Et en fait, il y a très très vite, on va se poser la question de vous êtes chef d'entreprise, vous avez le pouvoir avec les données, croyez-moi, on va pouvoir prédire des choses. Qu'est-ce que ce serait et quel est le levier économique que vous pouvez activer. Et partant de ce principe-là, que vous soyez grosse, petite entreprise, industrielle, service financier, on arrive toujours à trouver des choses où le big data va apporter une valeur significative sur le compte de résultat des entreprises. Alors justement, vous dites prédire, qu'est-ce que ça veut dire prédire avec le big data ? Qu'est-ce qu'on va prédire ? Alors prédire, ça veut dire plein de choses sur des horizons qui peuvent être de l'ordre de la milliseconde, par exemple en finance de marché, et puis des choses qui peuvent être de l'ordre de la semaine, du mois. Par exemple, sur des processus industriels, on va être sur, par exemple, c'est largement suffisant pour un industriel de savoir que dans quelques dizaines de minutes, il y a une probabilité d'anomalie. De prévoir le plus tôt possible dans le cycle de décision, pouvoir éventuellement prendre des palliatifs et pouvoir éviter. Et le tout n'est pas d'identifier que quelque chose va se passer, mais le tout est de savoir maintenant comment agir. Sur les services financiers, par exemple, il y a des campagnes trimestrielles, par exemple, de marketing. Donc là, on va être plutôt sur des horizons temporels un peu plus longs et tout va dépendre de la notion de temps réel en fonction des secteurs d'activité. En fait, ce que vous me dites, c'est je connais le passé, je vois le présent, je peux prévoir le futur. Ou du moins, je peux essayer de le prévoir. Exactement. C'est indépendant du machine learning aujourd'hui, qu'on appelle l'analyse supervisée, est basé sur ce principe.
Chez Mappy, le prédictif, c'est quelque chose que vous utilisez, que vous voulez utiliser C'est quelque chose qu'on utilisera. Je Que ne vous dirais pas utiliserez, qu'on d'accord. l'utilise aujourd'hui, mais Mappy, on est nativement digitaux en réalité depuis le début. Donc nous, par contre, Oui, parce que le vous aviez big data, commencé sur Minitel. Est-ce que on a commencé il y a près de 30 ans sur Minitel. Donc vous avez C'est toujours été numérique en fait. toujours été numérique et que numérique. Donc le passer au big data, c'est une évolution tout à fait naturelle. Et donc en fait, notre équipe big data aujourd'hui est plutôt au service de l'ensemble des collaborateurs Mappy, qu'ils soient côté IT ou côté marketing notamment. On parlait de prévoir le futur, Jérémy, à part, le big data, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser demain au-delà des utilisations qu'on peut faire aujourd'hui? On parle notamment d'intelligence artificielle qui est basée sur le big data. C'est quelque chose qu'on pourra utiliser dans quelques années quand on est une entreprise? Alors dans la partie Predictive Analytics, il y a un continuum de mots-clés qui finalement... Ils veulent tous dire la même chose? Alors ils veulent pas tous dire la même chose, mais ils sont largement employés pour dire une chose ou une autre. L'intelligence artificielle, c'est une version très complexe du machine learning qui lui-même est un aboutissement de la data science, qui lui-même repose sur des technologies du big data. Donc on parle vraiment de la même chose. Je pense que l'avenir, ce qui nous réserve, c'est peut-être une prise de conscience par rapport à la responsabilité de la data science. On a des exemples de révolutions data qui ont été mal menées, des gens qui étaient capables de prédire des informations et d'appliquer donc des décisions et qui ont donné lieu à des brisures dans la relation client ou à des risques réputationnels très forts. Je pense par exemple à Target qui avait été capable de prédire la future naissance d'un enfant qui l'a communiqué par des coupons et qui a fait en sorte d'avertir finalement l'intégrité de la famille alors que la jeune fille n'avait pas encore communiqué sur sa maternité. Voilà, ça c'est vraiment extrêmement grave. Donc je pense qu'il faut faire très attention et qu'il y a un véritable devoir de mener une révolution de data responsable. C'est le sens qu'on a donné à une pétition qu'on a mis en ligne sur change.org qui depuis quelques jours a récolté une 50aine de signataires et qui appelle aux jeunes étudiants en data science qui sont les data scientists demain, donc les acteurs de cette révolution data que nous appelons et qui aura lieu demain, à faire preuve de conscience et de déontologie. Alors, on parlait tout à l'heure d'oublier, ou pas d'oublier, mais de mettre de côté l'instinct pour le big data. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il ne faut concentrer ses décisions que sur des modèles mathématiques? Ah, intéressant. Merci. Non, mais c'est... en fait, alors, j'ai une réponse un peu quantitative. C'est l'algorithmie fera toujours des erreurs. Parce qu'on manipule une part de stochastique, donc une part, on va dire, de bruit d'un prédictif, pour faire simple. Et l'algorithme fera des erreurs. Moi, j'ai la certitude qu'on pardonnera beaucoup moins un algorithme qui fait des erreurs qu'un humain qui fait des erreurs. Toute la question est de savoir si cette erreur, elle a une criticité ou pas. Par exemple, nous on travaille sur des cas, par exemple de fraude, de blanchiment d'argent ou de diagnostic santé. Moi, je suis le premier à dire à mes clients, regardez, on fait mieux que l'œil humain, on fait mieux que vos experts en termes de validation. On a trouvé plus de cas, mais quand on est sur un cas de fraude, je conseille à mes clients, n'envoyez pas les flics tout de suite. Hein. Donc en fait, là, on est sur quelque part l'algorithmie qui va servir la décision humaine. En revanche, il y a plein de secteurs où l'erreur, on en fait des tas et des tas. C'est pas un marketeur qui a 2% de rebond sur sa campagne marketing à qui on va apprendre qu'il fait des erreurs. Donc là, laissez faire complètement l'algorithmie et utilisons le cerveau humain, qui est quand même une des plus belles inventions qu'on ait jamais eues sur des choses utiles. Et alors une dernière question avant de passer au pitch de la semaine. La sécurité dans le domaine des données, c'est quelque chose, vous ne me direz pas le contraire, c'est quelque chose de primordial. On le prend en compte dès le début, quand on intègre une stratégie de big data dans une entreprise? Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on propose une offre de valeur autour de la data science qui est sur mesure et qui est générique. Donc on ne peut pas travailler avec des logiciels qui, par exemple, sont dans le cloud et qui permettent à la donnée de pouvoir sortir de l'entreprise. Donc tout est fait localement chez nos clients. Et d'ailleurs, on s'est organisé pour être capable d'avoir une offre d'infrastructure pour faire en sorte de commencer des projets de data science directement chez nos clients. Donc la sécurité, pour nous, ça veut dire que les données ne sont jamais branchées sur Internet, que les données ne sont vues que par les personnes qui travaillent sur le projet en question. Il y a aussi un travail de transparence dans cette sécurité, c'est-à-dire être capable de dire quelles sont les failles potentielles qui ont été identifiées ou quels sont les remparts qui ont été mis en place contre ces sécurités-là. Et puis l'intervention humaine qu'on avait déjà citée, qui est absolument incontournable pour s'assurer de la sécurité tout au long du processus de data science. Chez Mappy, la sécurité, c'est quelque chose d'important aussi, la sécurité. C'est quelque chose de fondamental, hein, de toute façon, d'une manière générale, bien évidemment, et sur la gestion des données, certainement. En tant qu'éditeur, je dirais qu'on est quand même assez surveillé par une petite institution qui s'appelle la CNIL, par ailleurs, sur ces logiques-là, en tout cas sur l'utilisation des données personnelles. Donc on doit être extrêmement sécurisé pour éviter toute dérive. Ouais.
Merci messieurs. Merci. Je vous propose de rester en plateau et l'on va maintenant passer au pitch de la semaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.